BFM Business, BFM Crypto, le club. Ils sont là, nos experts. Alexandre Stashchenko, cofondateur de Blockchain Partner, directeur blockchain et crypto de KPMG France. Bonjour. Bonjour Alexandre, on est essoufflé à chaque fois qu'on dit votre titre. C'est le nom de famille qui est trop long, j'ai essayé plusieurs fois. Mais On va parler du comité de Bâle dans un instant, l'impact de sa décision sur les cryptos. Valentin Demey avec nous aussi, journaliste pour Cryptos. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. On va parler ensemble de la Chine qui tente de faire adopter son yuan numérique. Vous nous expliquerez comment. Et puis allez, Laurent Pignot aussi nous accompagne pour Zone Bourse. Bonjour Laurent. On est ravis de vous retrouver, Laurent, en direct. Et ce Bitcoin qui zone autour des 23 000 $ depuis maintenant plus de 2 semaines. Quels sont les prochains niveaux techniques à surveiller d'après vous, Laurent ? Et oui, comme vous le disiez, le Bitcoin stagne un petit peu sur ces 2 dernières semaines. Il prend son temps après avoir connu un mois de janvier exceptionnel. Mais finalement, c'est pas forcément plus mal pour rebâtir un marché aussi sain qui ne part pas en ligne droite vers de nouveaux records. D'ailleurs, si on regarde les précédents cycles baissiers sur le Bitcoin, on observe une construction longue et lente avant de revenir sur les sommets historiques. Typiquement, entre le creux absolu du marché baissier de 2018 et le dépassement du sommet historique en 2020, il y a eu 2 ans qui se sont écoulés. Même schéma sur celui entre 2015 et 2017, il s'est écoulé 2 ans, là aussi entre le creux absolu du cours de Bitcoin lors du marché baissier et le dépassement de ce sommet en 2017. Donc, dans l'hypothèse que le Bitcoin a touché son point bas en novembre dernier, et pour ça, pour l'instant, on n'en est pas sûr, et si les cycles continuent d'imprimer les mêmes tendances, nous pourrions avoir un petit moment devant nous avant de revoir un Bitcoin qui flirte avec le précédent sommet, donc de novembre 2021, autour des 69 000 $. En attendant, à plus court terme, les niveaux techniques à surveiller, je surveille 2 zones de prix qui sont bien visibles. D'un côté, sous les pieds du Bitcoin, c'est le support des 21 000 $ qui doit être conservé pour rester dans une tendance haussière à court terme. Un passage en dessous redonnerait du poil de la bête aux vendeurs. Et par contre, juste au-dessus de la tête du Bitcoin, c'est réellement la résistance des 24 500, 25 000 $ qui devra être franchie avec du volume. Une zone qui est aussi le passage de 2 moyennes mobiles exponentielles à 50 et 200 périodes sur une échelle de temps hebdomadaire. Donc c'est un gros niveau de prix à surveiller dans les prochains jours sur le Bitcoin. 1657 $, ça c'est l'Ether. Quel potentiel sur l'Ether, Laurent ? Alors pour l'Ether, la situation globalement est similaire que par rapport au Bitcoin. Il est resté coincé entre 1600 et 1700 $ sur les 2 dernières semaines. Alors notons qu'il prend quand même plus de 2,5% depuis lundi. Et puis c'est vraiment la zone des 1750, 1850 $ qui devra être franchie pour inverser sa spirale baissière de ces derniers mois. C'est la zone qui représente les plus bas annuels de 2021 et la zone de crack de 2022 qui a amené l'Ether sous la barre des 1000 $ en l'espace de 2 semaines. Et dans l'autre sens, c'est vraiment les 1550 $ qui doivent être préservés pour là aussi rester aussi à court terme sur l'Ether. Merci beaucoup. Laurent Pignot nous accompagnait depuis Zone Bourse en direct. L'actu crypto et la Chine qui fait un pas de plus pour diffuser le yuan numérique. Valentin Demey va nous en parler. On savait, Valentin, la Chine en avance sur la construction de son yuan numérique. Reste le point d'interrogation de l'adoption. Eh bien, pour faire aimer, ou en tout cas adopter son yuan numérique, la Banque centrale chinoise a choisi de l'offrir tout simplement. Ouais, effectivement, ça a été le choix pendant le Nouvel An chinois. On en parlait depuis quelques temps de ces stratégies des monnaies numériques de banque centrale. On a notre euro numérique qui est en cours de discussion pour a priori 2026-2027. La Chine l'a déjà exploité l'année dernière et là, elle est en train d'essayer d'accélérer son adoption. Et effectivement, ils ont fait un peu ce qu'on pourrait comparer avec un largage aérien de monnaie comme on a pu le voir dans d'autres pays, mais moins ciblé. Un airdrop. Là, c'est davantage ciblé. Pardon, Alexandre ? Un airdrop, c'est tout simple. Un airdrop, comme on dit dans l'écosystème crypto-monnaie, effectivement. C'est un airdrop, du coup, qui représente 26,55 millions de $, donc 180 millions de yuan, dans une ville proche que je vous dise pas de bêtises. Oui. Comment vous c'est Suzhou, exactement. C'était la grande question et qui effectivement a servi de territoire de test. Ils ont sélectionné, ils appellent ça des activités commerciales. Donc ils ont sélectionné certains endroits et certains projets et certains magasins pour donner accès à cet argent. Il fallait remplir certaines conditions et aller dans certains endroits de la ville pour donc être éligible à cette somme.
Ça a fonctionné puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont allés réclamer et aller dans les magasins en question. Donc le ciblage est intéressant. Donc des Chinois lambda ouais, possèdent déjà du yuan numérique, ça y est. Ah mais ça effectivement depuis un moment déjà, ça fait plus d'un an que certains en possèdent. Mais voilà, l'adoption pouvait stagner. Donc là, avec cet objectif, le gouvernement local souhaite atteindre un niveau de transaction de 2000 milliards de yuan, donc environ 300 milliards de dollars de transactions sur l'année. Donc voilà, tous les moyens sont bons pour aller chercher cet objectif. Donc là, c'était un largage aérien très spécifique dans cette ville chinoise pour accélérer l'adoption et redynamiser l'économie locale. Bon, voilà, la Chine, laboratoire du monde, hein, encore une fois, et cette fois pour ce qui concerne aussi les devises numériques de banque centrale. Vous en pensez quoi de cet airdrop de yuan numérique, Alexandre ? Alors déjà, je récuserais pas mal le terme en avance, parce que ça supposerait que c'est vers là qu'il faut aller. Donc je me mets en porte-à-faux contre cette expression. Je ne pense pas que ce soit un modèle. Je pense que les MNBC, encore une fois, soit ça ne fonctionne pas et c'est le meilleur des cas, soit ça fonctionne et ça veut dire que le modèle qui est mis en avant, c'est plutôt effectivement le modèle chinois que je ne souhaite pas personnellement. Deuxième point, c'est de se dire que ça ressemble quand même pas mal à ce qu'a fait le Salvador avec ses $30 donnés à tout le monde qui téléchargeait le wallet. Donc je suis curieux de voir la couverture que ça pourra avoir, parce que j'ai en tête que celle pour le Salvador a été un peu tous les moyens sont bons pour faire progresser le Bitcoin. Donc là on va voir si la couverture est la même alors qu'il s'agit de la même chose. Voilà, donc je suis ça avec scepticisme et circonspection. Maintenant, je pense que la Chine est quand même le terrain de jeu le plus propice pour ça. Je modulerais quand même un peu en disant que le Nigeria a essayé de faire la même chose aussi, mais ça ne marche pas beaucoup non plus. Bloomberg parlait d'une adoption à 0,5% au Nigeria, ce qui n'est pas énorme alors que ça fait plus d'un an que c'est en place. Et donc maintenant, ils utilisent la méthode inverse, à savoir punir le cash, et non plus favoriser l'adoption des MNBC en taxant tous les retraits aux distributeurs, etc., etc. Parce que quel intérêt un citoyen lambda ou un Chinois, pour ce qui concerne les Chinois, on ne va peut-être pas parler de citoyens là-bas, mais peut-il trouver à part se faire offrir des yuan, utiliser ou s'engager sur une devise numérique de banque centrale? Du point de vue de l'utilisateur, du consommateur, à ce stade, il y a zéro intérêt. C'est pour ça qu'on leur en offre. L'utilisateur, effectivement, sa promesse, c'est d'avoir l'accès à l'argent plus rapidement, sans frais, à tous les jours de la nuit. Et pour l'État, effectivement, si on prend la position de vouloir avoir plus d'emprise sur que font les gens avec l'argent. Ça, on comprend l'intérêt de l'État, mais vous dites les gens peuvent aussi trouver leur intérêt parce que les transactions sont plus rapides. C'est ça effectivement le narratif, mais le narratif de l'État aussi d'avoir plus de data sur les citoyens ou en tout cas les personnes qui l'utilisent. C'est aussi dans leur narratif d'aller concurrencer les monnaies étrangères qui prennent du terrain et d'aller digitaliser, numériser en tout cas leur monnaie. Donc c'est vrai que d'un point de vue utilisateur, ça peut faire peur. Cette semaine, on a eu aussi une autre information côté Royaume-Uni où il y a des interrogations effectivement de mettre un gap à la conservation personnelle de ces monnaies digitales. Pourquoi ? Pour ne pas mettre en danger les rapports de Bâle, justement, les accords de Bâle, parce que cet argent peut être facilement bougé d'une structure à l'autre. Et donc, pour ne pas que les Anglais fuient les banques commerciales et gardent leur argent de côté, eh bien, il y aurait des plafonds, c'est entre 10 et 20 000 $. On s'interroge le UK sur ces questions-là. Donc, ça pose de vraies problématiques. Effectivement, là aussi, à ce côté-là, pour les banques commerciales, on en parlait la semaine dernière. Mais c'est pas nouveau. Enfin, je voudrais pas non plus que la chose paraisse extraordinaire. C'est-à-dire que pour démarrer un effet de réseau, c'est parfaitement classique de donner gratuitement des avantages à tout le monde. Les entreprises le font toutes sur les effets de réseau. Les serveurs cloud offrent des trucs gratuits, les réseaux sociaux, etc. Pour les banques centrales, c'est un peu plus innovant. Pour les banques centrales, c'est encore autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que cette stratégie en soi n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est effectivement de le faire sur de l'argent, quoique, c'est ce que je disais tout à l'heure, le Salvador l'a fait. Mais même avant ça, il n'y a pas besoin de monnaie numérique de banque centrale. Les États-Unis l'ont fait avec des chèques tout bêtes lors du Covid en distribuant à tout le monde de l'argent. Donc effectivement, ça marque plutôt que maintenant, psychologiquement, il n'y a plus de barrière à inventer de l'argent et à le donner à tout le monde. Avec des conditions, et c'est la subtilité effectivement qu'on observe aujourd'hui dans certains commerces, dans certains endroits, en Chine. Et demain, effectivement, sur certaines conditions sociales, potentiellement, puisque tout est programmable avec ces monnaies. Exactement. Ouais, et la BCE qui se défend de vouloir enjamber le secteur bancaire, la BCE, elle, est en train de tester un système de paiement facile, rapide pour les citoyens européens avec le futur euro numérique. Oui, on a parlé il y a quelques semaines sur ce plateau. Effectivement, il y a la volonté d'avoir leur propre application pour échanger le e-euro dans les prochains mois, alors que dans les discussions d'il y a encore moins d'un an, c'était au contraire de ne pas avoir cette application-là pour passer par les banques commerciales, pour ne pas les mettre en porte-à-faux et pour ne pas risquer les accords de Bâle et donc la souveraineté et surtout le risque de bank run possible demain. Alors justement, Alexandre, on va parler des banques face aux cryptos. Vont-elles, les banques, de plus en plus se tourner vers les cryptos ? La réponse se trouve
justement du côté de Bâle et surtout des règles prudentielles. Tout à fait. Thème assez confidentiel mais finalement majeur. Tout à fait. Il s'agit d'enjeux extrêmement importants. Alors, pendant que certains attendent le match de Ligue des Champions la semaine prochaine, que d'autres pensent à la Saint-Valentin, d'autres attendaient depuis très longtemps finalement une clarification des exigences prudentielles des cryptos par le comité de Bâle. Chacun évidemment ses passions. C'est très différent. Vous parlez d'exigences prudentielles du comité de Bâle. On va où là, Alexandre ? Il faut nous expliquer où on va. C'est technique. Calmons-nous, exactement. Un peu de contexte. Comme chacun le sait, peut-être ou peut-être pas, l'année 2022 a été particulièrement chargée d'un point de vue des initiatives réglementaires. On a eu au niveau européen, on en a parlé moult fois sur ce plateau, MiCA, TFR, etc. On a eu aux États-Unis certaines réglementations sur les stablecoins, on a eu d'autres choses dans d'autres pays. Mais en toute fin d'année, on a eu une pierre additionnelle qui a été ajoutée à l'édifice et qui concerne l'encadrement prudentiel ou les règles prudentielles. Cette nouvelle, comme on l'a dit, elle est passée un peu sous les radars parce que le sujet est technique. Donc, on va revenir sur qu'est-ce que le prudentiel, tout simplement. C'est un ensemble de règles qui ont été mises en place progressivement depuis les années 80 à peu près et qui ont été renforcées depuis la crise de 2008, évidemment, et qui obligent les institutions financières à appliquer des ratios de prudence, d'où le nom prudentiel, pour éviter une prise de risque qui serait trop importante et qui conduirait à des faillites dans un secteur qui est devenu systémique, le secteur financier. Et donc, on n'a pas envie que ces faillites arrivent parce que si elles arrivent, en fait, elles entraînent le reste de l'économie avec elles, tout simplement. On oblige donc les banques à être prudentes, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais comment est-ce qu'on définit justement la prudence ? Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien pour une banque ? Eh ben, ça veut dire très simplement que en fait, les différents types d'actifs, actions, obligations, etc., ces différents types qu'une banque va posséder, ils vont être classifiés en fonction de leur niveau de risque. Et donc, pour chacun de ces niveaux de risque, on va obliger la banque à détenir en face de cet actif un ratio de capital liquide, donc du cash en gros, pour pouvoir faire face à l'éventualité que cet actif se déprécie fortement et qu'il faille mobiliser du cash pour combler le trou. Donc par exemple, une action d'entreprise, ça porte pas du tout le même risque, le niveau de risque qu'une obligation d'État américaine parce que il est globalement accepté qu'il est plus probable qu'une entreprise fasse faillite que l'État américain fasse faillite. Donc cet ensemble d'exigences de sécurité, de prudence, on l'a dit, d'où le terme prudentiel, elles sont imposées principalement aux institutions financières et elle est de première importance parce qu'il garantit en théorie un traitement équilibré du risque et donc par conséquent la santé, la résilience du système économique. Donc on comprend que des choses sont plus risquées que d'autres et que plus le risque augmente, plus on doit être prudent. Qui décide de ce qui est risqué dans l'exposition d'une banque et de ce qui ne l'est pas ? Très bonne question. Le principal acteur qui décide ça, c'est ce qu'on appelle le comité de Bâle. On en a parlé tout à l'heure. Bâle, avec un circonflexe, sinon c'est pas drôle, chargé donc de la coordination internationale en matière de régulation bancaire. C'est à l'origine une émanation du G10, donc le regroupement des 10 plus grosses nations sur Terre, entre guillemets, en termes de PIB et de puissance. Il s'est élargi au fil du temps. Aujourd'hui, c'est 45 membres dans 28 juridictions et c'est surtout en fait des banques centrales, des autorités de supervision qui se réunissent pour discuter de ces sujets-là. Ce comité de Bâle, pour faire plaisir à Guillaume, ce comité, il a sorti 3 séries de règles qu'on appelle Bâle 1, Bâle 2 et Bâle 3. La dernière entrant en application d'ailleurs cette année, après avoir été repoussée plusieurs fois, notamment à cause du Covid. Alors les critiques principales du système, parce qu'on posait la question de qui définit ce qu'est le risque. Il y a une première critique sur ce système-là, c'est que ça réduit la croissance, tout simplement, puisque ça force les banques à immobiliser du capital qui devient improductif. Donc l'OCDE estimait en 2011 que ça pouvait représenter jusqu'à 0,15 points de croissance par an, donc c'est quand même plutôt important. Et il y a d'autres critiques qui relèvent que la dépendance que ce système crée envers les agences de notation principales, elle devient problématique. Donc les Moody's, les Standard & Poor's, etc., ils se retrouvent dans une position qui est extrêmement avantageuse pour décider justement ce qui est risqué, ce qui ne l'est pas. Voilà, toi je te mets BBB, toi je te mets AAA, etc., etc. En quoi ça concerne les cryptos ? Oui, parce qu'on est quand même là pour ça au départ. Ah oui. Excellente question. Eh bien parce que les cryptos sont des ovnis et que tout simplement le comité de Bâle ne les avait pas vus venir. Et donc il ne les a pas classifiés, en fait, tout simplement. Et donc, sans cette classification du comité, eh bien les acteurs financiers traditionnels, ils sont incapables de se positionner sans prendre un risque majeur de se retrouver tout simplement hors la loi. Donc, cette époque est révolue. Ce fameux comité de Bâle a approuvé des règles sur l'exposition des banques aux cryptos à partir de 2025. Donc les banques ont dorénavant une clarté prudentielle pour pouvoir détenir des cryptos tout simplement. Ça va donc les décoincer, les banques n'ont plus de frein à la possession de cryptos ? Plus de frein,
ne nous emballons pas, parce que ces règles sont certes maintenant claires, mais elles ne sont pas ce qu'on pourrait appeler permissives. En premier lieu, d'abord, ça c'est très important, le comité de Bâle, il a statué qu'aucune exigence de capital supplémentaire ne s'imposera aux banques si elles détiennent pour le compte des clients. Alors ça a l'air évident dit comme ça, mais cette incertitude, elle a bloqué pas mal de projets bancaires parce qu'il n'y avait pas de clarté, et si jamais le comité avait statué différemment, toutes les cryptos détenues par des banques pour le compte des clients se seraient retrouvées à leur bilan, et donc avec des exigences de capital en face monstrueuses, et donc ça aurait évidemment été catastrophique. Deuxièmement, on a deux catégories de cryptos qui ont été identifiées. D'un côté, les cryptos natives, entre guillemets, donc Bitcoin, Ether, etc. Ces dernières sont considérées comme volatiles, basées sur rien, bon, on connaît la musique, et donc en cas de détention propre par une banque, elles ont un impact prudentiel très conséquent, puisqu'il faudra un capital équivalent à 100% de la valeur de ces cryptos gardés en réserve. Et par ailleurs, ces banques ne pourront s'exposer à ce type de crypto qu'au maximum à hauteur de 2% de leur capital. Effectivement, 100%, ça veut dire que pour 1 euro de crypto détenu, il doit y avoir 1 euro de capital bloqué. C'est beaucoup. C'est plus que beaucoup. C'est bloquant. C'est énorme, c'est énormissime. À titre de comparaison, les titres financiers plus classiques, comme les actions, les obligations, etc., ils ont des ratios en règle générale inférieurs à 10%. Donc là, c'est plus que 10 fois plus. Donc ça transforme les cryptos natifs comme Bitcoin, etc., en repoussoir géant pour les banques, puisque pour être plus performant qu'une action, il faudra donc qu'un Bitcoin fasse mieux que 10 fois mieux qu'une action, parce que il faut pouvoir rentabiliser tout ce capital qui fait rien à côté. Mais la grande nouvelle, elle concerne les Asset Reference Tokens, donc les jetons, les cryptos qui représentent un actif sous-jacent, et en particulier les securities. Donc là, on sort du Bitcoin. Exactement, on sort du Bitcoin et de l'Ether et des autres cryptos qui ne représentent qu'elles-mêmes, entre guillemets. Là, on parle des cryptos qui représentent un sous-jacent. Donc ça peut être des actions, des obligations, de l'immobilier, etc. Mais surtout, les stablecoins. Donc les stablecoins qui sont les jetons qui représentent une monnaie fiat à côté, qui est collatéralisée en règle générale avec des réserves en cash. Eh bien, on a finalement aussi une clarté réglementaire là-dessus, puisque ces stablecoins n'auront pas d'impact prudentiel supplémentaire par rapport à l'actif auquel ils sont adossés. Donc ça s'apparente à des sortes de prêts garantis. Et cet aspect, il est crucial parce que en fait, il est extrêmement probable que ça favorise le développement des stablecoins, qui est déjà un marché grandissant. Je rappelle que selon Coinmetrics, en 2022, ces stablecoins, c'est environ 8 000 milliards de dollars de règlements totaux au niveau international. Et donc, à travers ça, en fait, il y a plein d'institutions financières qui vont enfin pouvoir faire leur entrée dans ce monde des cryptos. Et les agences de notation que j'ai mentionnées juste avant, elles ne s'y sont pas trompées. Et Moody's a annoncé récemment travailler sur un système d'évaluation de quoi ? Des stablecoins. Évidemment, USDC, USDT, EUROC, EURT, etc. En prenant en compte la transparence des audits, le niveau de liquidité, le collatéral, etc., etc. Donc, autant de développements qui ajoutent de l'eau au moulin et qui favorisent pas à pas l'implication des acteurs financiers dans ce milieu des cryptos. Parce que pour 1 euro de stablecoin, il n'y aura pas besoin d'avoir de capital bloqué en face. Supplémentaire par rapport au capital qui est bloqué, par rapport au capital qui est déjà bloqué. Oui, bien sûr. Oui. Quel intérêt une banque peut-elle trouver à s'exposer aux stablecoins ou à les utiliser ? Alors c'est pas forcément un intérêt d'exposition en termes de gestion d'actifs. On cherche pas de la performance sur des stablecoins. Ce qu'on va chercher, c'est plutôt la partie paiement, puisque notamment pour les entreprises, ça on le voit bien. Nous on travaille chez KPMG beaucoup avec d'un côté les banques, les acteurs financiers, mais aussi de l'autre avec leurs clients, donc les entreprises non financières. Et l'intérêt principal des entreprises l'an dernier, en fait, c'est une forme de porte d'entrée. Beaucoup sont rentrés dans le monde des cryptos par les NFT pour pouvoir proposer des services à leurs clients, un nouveau lien, un club premium, etc. Mais en fait, ce qui suit tout de suite en règle générale juste après, c'est les stablecoins. Parce que beaucoup de ces entreprises sont internationales, beaucoup de ces entreprises font des paiements avec des clients, avec des fournisseurs, avec des filiales. Et en fait, dans le système de paiement traditionnel, ça prend très longtemps, ça coûte très cher. Et les stablecoins sont évidemment un concurrent de premier choix. Et donc les règles prudentielles qui pourraient favoriser, en l'occurrence, les stablecoins, l'usage, le recours, l'exposition mais bancaire aussi. Mais c'est pas la seule variable, parce que la réglementation européenne dit beaucoup de choses. Il a envie de renvoyer la balle, en l'occurrence, Valentin. Exceptionnel. Ouais, magnifique. J'avais dit qu'on ferait du ping-pong aujourd'hui. C'est pour ça sans filet, le ping-pong, pile filet, tout ça, voilà. Ça arrête en direct, sans filet. Est-ce que ça vous inspire tout ça, les règles plus prudentielles, trop prudentes, les règles prudentielles à vos yeux vis-à-vis des Non, ça m'inspire pas grand-chose aujourd'hui. Alors je sais qu'effectivement c'est dans le cadre des gros sujets du moment. Ça c'est tombé. Il y a d'autres activités qui sont en train de rentrer dans ce cadre-là. On a parlé suffisamment de réglementation ces dernières semaines. Demain d'ailleurs il y a ce fameux. On va avancer, on va savoir un peu plus sur l'agrément obligatoire. Est-ce que